le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du domaine de la santé au Canada, raison pour laquelle je fais cette vidéo en uniforme. Plusieurs d'entre vous m'ont posé des questions à savoir quelles sont les conditions de travail, les salaires, les défis, nanana, nanana. J'ai décidé de faire une vidéo où j'allais vraiment vous partager mon point de vue. Mais avant de commencer, j'aimerais partager une petite statistique avec vous. Saviez-vous que 50% du personnel de la santé envisageait de quitter leur poste d'ici 5 ans au Canada? 50% paraît quand même énorme. Et dans la vidéo, je vais essayer de vous partager mon point de vue par rapport à cela. Petite mise en contexte avant de commencer la vidéo. Vous savez, le Canada est quand même reconnu pour son système de santé universel. Cependant, les coulisses révèlent des difficultés majeures pour les personnes qui y travaillent, notamment moi. Premier défi pour les travailleurs de la santé, c'est les conditions de travail. En parlant des conditions de travail, on va commencer par les horaires. Quand tu es un travailleur de la santé qui vient de commencer ta première année de pratique, généralement, tu n'as pas de poste fixe. Nous apprenons dans une étude que de plus en plus d'infirmières quittent la profession assez tôt. Je pense que les infirmières, les jeunes infirmières, mais aussi celles qui ont de l'expérience, veulent travailler dans des environnements de travail où elles vont être heureuses. Elles veulent pouvoir se déployer et soigner la clientèle. Donc, c'est-à-dire d'éviter de se retrouver constamment en moins de personnel. Toujours, vous savez, les infirmières, elles sont des rouages essentiels dans les systèmes de santé au Canada. Et elles jouent un rôle primordial pour améliorer l'accessibilité et aussi de prodiguer des soins à la clientèle de façon sécuritaire et de qualité, mais avec des équipes de soins en nombre suffisant. Alors lorsqu'on se retrouve constamment à travailler dans les départements où on est toujours à -2, -3 et qu'on augmente les ratios de patients parce qu'il y a manque de personnel, à un moment donné, les infirmières se disent, bon, ben, est-ce qu'on nous écoute? Est-ce que on a les outils et les ressources nécessaires pour travailler et exercer pleinement notre profession? Que tu sois médecin, infirmier, infirmier auxiliaire, que tu sois inhalothérapeute, tu vas des fois sans le vouloir, sans que ce soit volontairement, tu vas travailler dans plusieurs installations, tu vas faire des quarts de travail jour, soir ou nuit, tu vas un peu être sur ce qu'on appelle ici l'équipe volante. L'équipe volante, c'est une personne qui n'a pas encore de poste fixe, et quand je parle de poste fixe, c'est soit tu travailles uniquement de jour, uniquement de soir ou uniquement de nuit. Donc, quand tu es sur l'équipe volante, tu n'as pas de stabilité d'horaire. Donc, une semaine, tu peux travailler jour-soir. Une autre semaine, tu vas travailler soir-nuit. Donc, de ce côté-là, c'est un peu difficile d'avoir une vie de famille assez stable parce que tu vas être constamment en réorganisation. Et de sur quoi, tout dépendamment de là où tu vis, ça peut être même difficile d'être sur l'équipe volante. Tu vas être sur ce qu'on appelle la liste de rappel. Liste de rappel, tu vas être généralement là pour combler les besoins. Donc, s'il manque un préposé dans une installation qui est à 15 minutes de chez toi et que toi, tu n'as pas de quart de travail, ils vont t'appeler, ils vont te dire que il manque quelqu'un à telle place et tu es disponible pour aller travailler. Et toi, si tu n'as pas de quart de travail disponible, tu n'as pas le choix, tu vas aller travailler là. Donc, au niveau des horaires, moi, je trouve que c'est quand même assez difficile au début de pouvoir trouver un poste. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai été sur l'équipe volante pratiquement 2 ans, ok? Je travaillais soit de soir, soit de jour, soit de nuit. Et ça a été très, très, très difficile de travailler de nuit parce que j'arrivais pas à trouver un rythme. Je dormais la journée, je vivais la nuit. C'était un peu difficile mentalement. Et côté physique aussi, ça se répercute parce que des fois, tu vas aller travailler de nuit, tu n'as pas réussi à dormir la journée, ça peut être très, très difficile. Donc, imaginez pour les personnes qui ont des enfants, des personnes qui sont en couple, ça peut être compliqué de ce côté-là. Heureusement que après avoir fait les 2 ans à faire la rotation, j'ai fini par trouver un poste de soir. Là, donc, je me suis réorganisée. Donc, je faisais toutes mes affaires de jour et j'allais travailler le soir. Et Dieu merci, plus tard, j'ai trouvé un poste de jour. Actuellement, je travaille de jour et j'ai réussi à me planifier en conséquence. Donc, la difficulté au niveau des horaires, là, ça touche à peu près
toutes les catégories d'emploi dans le domaine de la santé. Et si tu es chanceux, dès que tu es diplômé, tu peux trouver un poste fixe. Mais généralement, on finit tous par y passer. Donc, on fait jour, soir, nuit, jusqu'à ce qu'il y ait des affichages de postes. On postule, on l'a. Mais pour avoir le poste aussi, ça peut être compliqué si tu veux un poste de jour. Parce que les postes de jour, généralement, c'est pas ancienneté. Et si toi, si tu es nouvelle, tu as juste quelques jours comparé à une personne qui a 20 ans, 30 ans d'ancienneté, ben, la personne qui a plus d'ancienneté que toi va pouvoir avoir le poste. À moins que ce soit un poste où on demande des qualifications. Par exemple, des postes d'assistante infirmière chef ou des postes d'assistant de supérieur immédiat. Généralement, là, l'ancienneté n'est pas priorisé, ça va compter, mais ça va être plus les qualifications. Tu peux avoir à passer un test écrit ou une entrevue. De ce côté-là, si toi, la jeune qui vient d'arriver, tu réussis le test de qualification plus que la personne qui était là depuis des années, bah, c'est toi qui vas avoir le poste, quoi. Mais au niveau de l'horaire, là, c'est un peu à voir. Montréal, où j'habitais, où j'avais mes enfants en garderie, tout ça. Donc, j'ai pas eu le choix. En fait, je me suis dit, je vais aller voir au privé. C'est au privé que la docteure Marie-Lou Sauvé a trouvé la flexibilité nécessaire pour exercer son métier. Des fois, je travaille des journées fériées. Je peux décider que j'ouvre le soir, j'ouvre les fins de semaine. Après 14 ans passés au privé, la docteure Sauvé souhaite faire le saut au public pour accommoder sa clientèle vulnérable. Mais le mode de facturation actuel des médecins omnipraticiens lui pose problème. Si je le fais en 30 minutes, j'ai 100 $ pour 30 minutes. Si je le fais en 1h30, j'ai 100 $ pour 1h30. Puis après ça, je paye mes frais de bureau, supposons. Fait que ça dépend. Tu sais, c'est vraiment... fait que les médecins travaillent vite pour voir plus de patients. Puis là, on tourne avec la médecine McDo, là. Dans la dernière année, 774 médecins, dont une grande proportion de médecins de famille, ont quitté le régime de la RAMQ pour divers motifs. Presque 3 fois plus qu'il y a 10 ans. Le premier ministre François Legault parle d'un jeu d'équilibre. Ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver une qualité de vie au travail qui est la meilleure possible, mais aussi d'atteindre des objectifs d'efficacité. Mais certains craignent une perte d'accessibilité des soins de santé au Québec. Ce qu'on fait, c'est... OK? Donc, à part l'horaire, il va avoir aussi problème financier. Problème financier, je dis, pourquoi est-ce que je souligne le problème financier? On va prendre par exemple les médecins. Les médecins, eux, pour faire leur formation au complet, ils peuvent débourser entre 80 000 jusqu'à 200 000 $ pour la formation complète, sans oublier les années d'externat, internat, tout ça là, qui n'est pas convenablement rémunéré. De ce côté-là, il y a certains qui vont être obligés de pouvoir... demander les prêts et bourses du gouvernement. Ceux qui sont chanceux d'avoir des parents qui ont des moyens, des fois les parents vont aider pour pouvoir soutenir la scolarité de leurs enfants. Mais généralement, tout le monde va avec les pré-bourses. Qui dit pré-bourse, toi tu vas passer jusqu'à 10 ans à étudier grâce aux pré-bourses du gouvernement. Quand tu finis ta formation, oui, sur les médias, ils disent que les médecins gagnent jusqu'à 2 millions, 1 million, mais ils vont passer presque la moitié de leur pratique à rembourser les pré-bourses. De ce côté-là, qu'est-ce qui va s'entraîner? Ça va retarder l'achat d'une maison. Il y en a même il y a des médecins même qui n'ont pas de voiture. Il y a des médecins qui vivent toujours dans les appartements. Alors que sur les médias, on véhicule, les médecins gagnent des millions et des millions de dollars. Mais quand tu viens parler avec un médecin pour demander le côté financier, c'est pas vraiment ce qui est véhiculé sur les médias. Donc, faites attention quand on vous dit « les médecins sont très bien payés au Canada, les médecins, oui, ils sont bien payés côté taux horaire et tout, mais quand vous regardez ce qu'ils ont dépensé pour leur formation et les prêts du gouvernement qui sont en train de rembourser, ils sont pas si très bien payés que ça, quoi, ok? Mais si vous voulez devenir médecin au Canada, évaluez quand même le coût de la formation. Si vous avez assez d'argent, lancez-vous, mais ne vous mettez pas dans la tête que les médecins sont des millionnaires ici. Ceux qui sont millionnaires, ce sont peut-être ceux qui ont été chanceux d'avoir été soutenus côté financier, soit par leurs parents, ils ont eu des bourses et autres, mais généralement, le coût de la formation en médecine est très, très, très élevé. La plupart du temps, tout le monde finit par
demander un petit prêt du gouvernement pour être soutenus. Ben, ceux qui ont une bonne planification financière vont survivre entre rembourser les prêts bourses, mettre un peu d'argent de côté pour l'achat d'une maison et autres, et pour se faire plaisir aussi. Mais le coût de la formation est très, très élevé. Donc, pour ceux qui disent que les médecins sont très bien payés, nous, on n'est pas trop payés, essayez de regarder un peu ce qu'ils dépensent au niveau de la formation. Maintenant, si on arrive au niveau des infirmières. Côté infirmière aussi, la formation coûte cher, mais la rémunération n'est pas si wow que ça. La différence entre une infirmière avec un DEC et une infirmière avec un bac, côté financier, il y a juste une différence d'environ 2 $. Ok, donc certaines personnes vont se demander, est-ce que ça vaut la peine d'aller faire mon bac ou je me limite uniquement avec mon DEC? Si avec mon DEC, la première année, je suis payée à 25 $ de l'heure et avec mon bac, je suis payée à 27, est-ce que dépenser jusqu'à 12 000 $ parce que le bac coûte généralement au complet 3 ans, c'est environ 12 000 $, ok? Est-ce que ça en vaut la peine que j'ai terminé mon DEC, je peux commencer à pratiquer? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'aller dépenser encore 12 000 de plus pour une formation qui va me rémunérer uniquement 2 $ de plus quand j'aurai terminé? Point d'interrogation. Donc, certains vont regarder un peu, à voir est-ce que j'ai des avantages à rester avec le DEC ou avantages à continuer avec le bac. Donc, avec le bac, c'est sûr que ça t'ouvre plus d'opportunités d'emploi, plus de postes, ça va élargir un peu ta carrière. Mais avec le DEC aussi, tu as plus de possibilités, mais c'est sûr que le bac t'ouvre plus de portes. Mais au niveau de la différence de la rémunération, c'est pas si wow que ça, quoi. Oui, tu as ton titre d'infirmière clinicienne. Oui, tu vas avoir plus de postes au niveau ASI, peut-être tu vas même être chef d'unité, tu peux travailler dans tel secteur, pharmacie et autres, mais certaines personnes vont quand même évaluer est-ce que côté financier c'est avantageux ou désavantageux, ils vont faire leur choix. Moi personnellement, je vois pas une grosse différence côté financier parce que quand tu commences avec ton DEC, tu commences à 25, avec le bac tu as juste 2 $ de plus, est-ce que ça en vaut la peine? Parce que d'autres aussi vont être poussés à aller prendre les prêts bourses du gouvernement pour pouvoir terminer leur bac. Pourquoi? Parce que quand tu fais généralement ton DEC, avec ton DEC, tu commences déjà à pratiquer. Et pour les personnes qui veulent faire leur bac et le finir plus tôt, ils doivent le faire en 2 ans, 2 ans et demi. Donc, si tu le fais en 2 ans, 2 ans et demi, vas être obligé de faire ton bac à temps complet. Or, tu peux pas travailler à temps complet et faire ton bac à temps complet. Pourquoi? Parce que le bac, il y a trop de travaux, ok? Il y a trop de travaux, trop de devoirs à faire. Donc, généralement, ces personnes-là vont préférer travailler à temps partiel, faire le bac à temps complet. Or, le bac à temps complet aussi, il faut payer. Ton DEC que tu fais à temps partiel, les conditions de l'emploi d'infirmier que tu fais à temps partiel aussi, le salaire n'est pas si wow. Donc, avec le salaire à temps partiel là, tu peux pas subvenir à tes besoins et aussi payer tes frais de scolarité au bac. Ce qui va faire que tu n'auras pas le choix, tu vas aller demander encore les prêts bourses que tu vas devoir rembourser à la fin de ta formation. Et aussi, certains qui vont commencer à travailler à temps partiel et faire leur bac à temps complet, à un moment donné, ils sont submergés par les travaux à l'université qui n'auront pas le choix que de démissionner, arrêter leur travail d'infirmière à temps partiel et se consacrer 100% à leur bac pour le terminer à temps. De ce côté-là, le petit salaire que tu avais quand tu étais à temps partiel n'est plus là. Tu n'as plus le choix d'aller demander des prêts bourses. Et donc, quand tu termines, sur ton salaire, tu as juste 2 $ de plus, tu as encore des prêts bourses à payer. Donc, tu es partagé entre remboursement de prêts bourses, mettre un peu d'économie, survivre. Donc, ça aussi, ça peut rallonger tes plans de vie, c'est-à-dire t'acheter une nouvelle voiture, t'acheter une nouvelle maison, planifier des voyages et autres. Donc, côté financier, je vois pas trop de différence entre DEC et bac. Donc, de ce côté-là aussi, on ne va pas trop vous vendre, je sais pas, vous vendre du rêve. Donc, la réalité est différente. Oui, avec le bac, tu as des avantages côté poste et autres, mais côté financier, c'est pas si wow que ça, quoi. Moi qui suis dedans, je peux vous dire que c'est pas si wow que ça, il n'y a pas une trop grosse différence. Il peut y avoir une grosse différence à la fin lorsque tu es sur un poste soit soir ou nuit où tu vas accumuler un peu plus de primes qui vont venir gonfler ton salaire. Mais si tu as un poste de jour où tu n'as
presque pas de prime, donc le salaire n'est pas si wow. À moins que tu sois obligé de faire du temps supplémentaire. Quand tu fais du temps supplémentaire, ben, là aussi, c'est du temps que tu devais passer avec ta famille que tu vas hypothéquer. C'est ta santé physique aussi que tu vas hypothéquer. Oui, tu vas faire temps supplémentaire pour avoir plus d'argent. Mais le pire, c'est que la moitié de ta paye est bouffée par les impôts. C'est ça le pire. Tu vas faire du temps supplémentaire pour avoir plus d'argent, mais après, c'est l'impôt qui va bouffer. Donc, c'est un peu compliqué. La solution, c'est quoi? Te planifier avec ce que tu as comme revenu. Ne pas faire trop de dépenses. Ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Parce que la réalité est différente de ce qu'on te dit. Un autre problème aussi, un autre défi aussi pour les travailleurs de la santé, c'est le côté santé mentale. Le travail dans le domaine de la santé, c'est stressant. Dans quel sens? Quand tu es médecin, tu es stressé. Tu dois faire tes évaluations. Tu dois faire tout selon les normes. Ça, c'est du bon stress. C'est comme du stress pour être très performant. Mais en dehors de ça aussi, tu es un peu stressé à savoir, là, je vais aller travailler, je vais aller chercher les enfants, j'ai à payer. Tu peux vivre de la détresse psychologique. Par exemple, si tu ne t'entends pas avec tes collègues de travail, tu viens de commencer, par exemple, le jour de ton orientation, il y a une collègue qui t'aime pas, tu as des conflits autres. Ça aussi, ça peut être épuisant mentalement. Et le pire, c'est que quand on est infirmier, bon, le pire, je vais prendre un exemple pour moi. Quand tu es infirmière, tu viens, tu travailles. Des fois, quand tu arrives à la maison, tu continues toujours de réfléchir comme si tu étais au travail. En fait, tu continues toujours à faire comme des analyses. Tu essaies toujours de trouver des solutions. Et des fois même, tu vas te demander, ah mais ça là, j'allais faire ça. Est-ce que j'ai fait? En fait, c'est comme si tu t'arrêtes pas de travailler en fait. Tu as quitté le travail, mais jusqu'à la maison, tu t'arrêtes pas de travailler. Et même des fois, quand tu dors, tu n'arrêtes pas de travailler. Donc, imaginez si combiné à ce stress-là, combiné avec des fois des conflits au travail et autres, donc ta santé mentale aussi peut être atteinte. Heureusement que dans les différentes installations, il y a des programmes d'aide aux employés qui existent. Mais combien de personnes est-ce qu'on le courage d'aller demander ces services-là? Je ne sais pas vraiment, mais sachez qu'il y a des services qui existent. Mais je dis que le gouvernement pourrait quand même essayer d'en faire un peu plus pour les travailleurs de la santé. Mais je pense que pour nous qui sommes déjà là, lorsqu'il y a des conflits et autres, n'hésitons pas d'aller chercher de l'aide de ce côté-là. Donc, un dernier point que je voulais aborder, c'est les répercussions. Répercussions de quoi? Répercussions au niveau des horaires, les horaires qui ne sont pas vraiment convenables, le salaire qui n'est pas si wow que ça, fait que la plupart d'entre nous, infirmiers, infirmières, il y en a même des médecins, quand on commence la pratique, c'est pas ce qu'on vient trouver sur le terrain, c'est pas ce à quoi on s'attendait vraiment. On ne s'attendait pas à ce qu'on puisse naviguer jour, soir, nuit. On ne s'attendait pas à ce qu'on puisse pas trouver d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. On ne s'attendait pas à ce que le salaire ne soit pas si wow que ça. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart des travailleurs de la santé, quand ils arrivent, essayent le domaine public. Il se trouve que les conditions de travail ne sont pas si wow que ça. La plupart du temps, ils vont aller dans le privé, ils vont aller dans les agences de placement, ok? Ça, c'est vraiment plus les conséquences qu'on va trouver au niveau des travailleurs. Donc, la plupart vont aller même dans les résidences privées, ils vont aller dans les agences, d'autres vont aller dans les pharmacies, d'autres vont aller vers le domaine esthétique, ils vont ouvrir leur cabinet, ou d'autres vont devenir des travel nurses qu'on appelle, ils vont aller plus au niveau des États-Unis. Du coup, ben, nous, au public, on est là, tout le monde s'en va, ben, il y a des places qui ne sont plus occupées, on se retrouve à faire du temps supplémentaire obligatoire, parce que temps supplémentaire obligatoire, je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça sur la chaîne, c'est que quand tu es infirmière, par exemple, tu es sur un département, tu as travaillé 2 jours, de 8h à 16h, et 16h à minuit, c'est quelqu'un d'autre. Si ta collègue de minuit, là, n'est pas rentrée, sache que tu ne peux pas aller chez toi, tu ne peux pas abandonner les patients.
tu vas être obligé de rester à la place de ta collègue. Donc, tu vas travailler de 8 heures jusqu'à minuit. Donc, ça aussi, ça peut être épuisant. Ça aussi, ça peut pousser des gens à quitter pour aller au niveau du privé ou au niveau des agences de placement. Parce que généralement, au niveau des agences de placement, on te met un horaire qui sont censés respecter. Si tu travailles 2 jours, tu travailles 2 jours. OK? Il n'y a pas des histoires de TSO parce que tu peux refuser même de rester au TSO. Mais nous, avec le public là, on est obligé de rester. Non, cette histoire de TSO là, ça décourage certaines personnes. Donc, vous, quand vous allez venir être infirmière au Canada, sachez qu'avec le TSO, vous n'allez pas vous échapper. Et pour ceux qui vont venir avec des enfants et autres, si vous avez un conjoint, ben lui, il pourra s'occuper des enfants pendant que vous n'êtes pas là. Mais quand vous venez comme une personne qui est monoparentale, tu es d'une femme seule avec des enfants, homme seul avec des enfants, le TSO là, il faut que je t'en parle déjà parce que à un moment donné, tu peux être confronté à ça et tu ne sauras pas comment faire avec des enfants. Donc, quand vous venez, essayez de vous renseigner un peu comment ça se passe au niveau du domaine de la santé. Qui dit travailleurs qui quittent le public pour aller au privé, pour aller au niveau des agences de placement, ben ça fait que pénurie de main-d'œuvre, ça s'accentue encore. Du coup, non seulement les travailleurs, ils sont partis, mais au niveau des soins qui sont donnés aux patients aussi, il y a une répercussion. Qu'est-ce que cela peut entraîner? Ben, des retards, surtout au niveau des soins qui sont donnés aux patients. Est-ce que vous savez qu'au Québec, là même, là, il y a plusieurs personnes qui sont en attente de chirurgie depuis des années. Les patients qui sont en attente d'avoir un médecin de famille depuis des années. Moi-même, je peux vous dire que depuis 2020, je n'ai plus de médecin de famille. Je n'ai plus de médecin de famille. Je suis sur la liste d'attente depuis 2020. Donc, de ce côté-là, ça ne va pas non plus. Donc, quand tu as un petit problème de santé, au moment où tu devais aller voir ton médecin de famille, tu es obligé d'aller à l'urgence. Or, vous connaissez vous-même nos urgences. Des fois, tu vas attendre toute une journée pour voir un médecin parce que ton cas n'est pas si urgent. Qui dit urgence dit cas urgent, mais vu que tu n'as pas de médecin de famille qui devait régler ton petit problème, tu n'as pas le choix que d'aller à l'urgence. Il y a ce qu'on appelle aussi un service qui s'appelle le 811. Le 811 est géré par des infirmières qui sont au bout du fil. Quand tu as un problème de santé, ben, tu appelles les infirmières du 811 pour leur expliquer c'est quoi ta situation. Oh, l'infirmière du 811 peut te dire, oh, dans cette situation, fais ceci, cela, si ça ne fonctionne pas, va à l'urgence. Arrivé à l'urgence, ben, ta situation n'est pas urgente, tu peux rester là 10 heures, 20 heures et parfois même toute une journée au complet sans avoir été évalué par un médecin. Donc, vous imaginez un peu tout ça là. C'est ça qui peut faire que 50% du personnel dans le domaine de la santé peuvent envisager de quitter le système de santé. Mais figurez-vous, depuis ce 1er décembre 2024, il y a du nouveau dans le domaine de la santé. Tous les hôpitaux du Québec vont être gérés par une agence gouvernementale appelée Santé Québec. On va voir c'est quoi les répercussions sur les travailleurs de la santé, les soins aux patients. Est-ce qu'il va y avoir amélioration, dégradation? Je ne sais pas. S'il y a quelque chose de nouveau, je viendrai vous aviser. Mais pour vous qui êtes à l'étranger, qui voulez venir travailler dans le domaine de la santé, étudier dans le domaine de la santé, je dois vous dire que c'est un domaine qui est quand même assez intéressant, stimulant. Nous y sommes tous par vocation, mais pour certains, vocation oui, mais est-ce que financièrement ça en vaut la peine? Je vous laisse là-dessus.